Bonjour, soyez les bienvenus sur France 3 Centre-Val de Loire. Évidemment, c'est un plaisir de vous accueillir comme chaque jour pour 9h50 le matin, votre rendez-vous quotidien. Ce mercredi 11 avril, je suis en compagnie de Charlie et Carole qui ont plein de surprises à partager avec nous. Bonjour à Jérémy. tous les deux. Ça va Charlie? Oui, ça va très bien. Oui, ce matin, alors qu'il fasse beau ou froid, on va pouvoir faire du sport et s'envoyer en l'air. Pas n'importe quel sport, le kinball, ça ne vous dit peut-être rien. C'est un sport qui vient tout droit du Canada. Il se pratique de plus en plus chez nous. Je vous explique, il y a une grosse balle. Je sais que vous aimez beaucoup les grosses boules, Jérémy. Ce sera l'occasion de jouer avec cette grosse balle. Effectivement, c'est assez impressionnant quand même de jouer avec cette balle qui paraît totalement légère alors que ses dimensions sont assez impressionnantes. Ce matin, un peu de légèreté aussi avec vous, Carole, puisque ça fait du bien, le soleil est là. Eh bien oui, notre grosse boule, le soleil, qui est là toute la journée, heureusement. Et ça va se dégrader un peu en fin de journée, je vous explique ça dans 2 minutes. Et le soleil qui sera aussi avec nous grâce au collectif Bénin International Musical. Vendredi et samedi à Orléans, ce groupe va partager la culture béninoise avec arbre à palabre, masterclass et concert. On en parlera avec Jimmy Batteur et Jérôme Producteur. Et enfin, en ces temps de retour à la nature, nous vous présenterons comment vous pouvez élever des animaux de la ferme pour autoconsommer des produits naturels et sains grâce au petit guide de l'élevage familial bio d'Anne Denis, éleveuse à Sainte-Maure de Touraine, éleveuse familiale. Voilà pour le sommaire. Elle, évidemment, est toujours conviviale. C'est Héloïse que l'on va retrouver ce matin en direct de Valençay. Valençay, évidemment, qui a un somptueux et remarquable château. Bonjour Héloïse. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Alors vous n'avez pas précisé que Valençay c'est un château de la Loire et il mérite effectivement d'être appelé comme ça parce que même s'il est un petit peu excentré, eh bien c'est un château de la Loire parce qu'il a, comme beaucoup d'autres, la même histoire. C'est-à-dire qu'il a commencé par être un château, une forteresse médiévale avant de s'embellir, de se transformer à la Renaissance. Et puis en 1803, eh bien il tombe entre les mains d'un homme, Talleyrand. C'est un grand diplomate qui a vécu une période un petit peu perturbée de l'histoire de France. Il a vécu entre la fin du 18e et le début du 19e siècle. C'est une période très mouvementée de l'histoire de France et c'est surtout de tout ça qu'on va vous parler. On va surtout vous parler de cet homme en vous montrant une toute nouvelle salle qui va ouvrir au public demain. Elle s'appelle la Salle des Trésors et elle porte très bien son nom. On vous emmène là-bas dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite. Merci Héloïse. En tout cas, vous avez beaucoup de chance ce matin. Il y a une très jolie lumière qui met en valeur ce château de Valençay. Est-ce qu'elle va se poursuivre ces prochains jours, cette belle lumière, Carole? Parce qu'on a eu beaucoup de grisailles ces dernières heures. Voilà, ça redonne un peu de baume au cœur aujourd'hui. Le soleil est là, ça va durer a priori toute la journée, malgré la présence de quelques nuages élevés dans le ciel de la région, dans les 6 départements, avec un petit bémol. Donc, pour l'extrême sud de la région, en fin de journée, on l'espère seulement, des ondées qui vont nous arriver donc par le sud. Ces ondées, on va les retrouver durant la nuit prochaine. En attendant, cet après-midi, les températures, eh bien, elles sont de saison, ma foi, bien agréables. Et une fois n'est pas coutume, c'est à Châteauroux que les températures seront les plus basses, avec 17 degrés environ. Le maximum, ce sera pas bien loin, à Bourges, 19 degrés. 19 également à Montargis et 18 degrés partout ailleurs. Donc cette pluie, elle va remonter par le sud de la France cette nuit. Elle va traverser la région. Et demain matin, eh bien, on va la retrouver, vous le voyez, sous forme de petites ondées éparses, ce qui ne va pas empêcher le soleil de faire quelques belles prestations. Et puis côté température, peu ou pas de changement pour les minimales demain matin. Vous le voyez, 7 degrés, ce sera sur la région chartraine au lever du jour, 9 à Tours et à Romorantin et 8 degrés partout ailleurs. Donc on ne va pas se plaindre, c'est pas trop mal. Et puis a priori pour ce week-end, il paraît que ce sera bien. De quoi faire de belles activités en On plein l'espère air. bien. On verra juste après. Nous sommes le mercredi 11 avril. Aujourd'hui, on fête Stanislas et on gagne encore 4 belles minutes d'ensoleillement. Ce soleil, il va nous quitter à 20h36 ce soir. Voilà, messieurs. Merci beaucoup, Carole. Je parlais d'activités en plein air. Charlie, ce matin, cette grosse balle que l'on vient de voir dans le sommaire eh bien, va divertir enfants et parents. Ouais, parce que j'en avais marre de jouer au foot, au volley. J'avais envie d'un sport un peu différent. Regardez cette grosse balle, vous l'avez dit, Jérémy. Oui. Ça s'appelle un omnikin. Vous avez fait un peu de latin en 5e? Oui, mais j'ai tout oublié, parce que j'en ai fait seulement en 5e, malheureusement. Voilà, vous après. Omni, ça veut dire tout, et kin, ça veut dire mouvement. Et donc, cette grosse balle mesure 1,22 m de diamètre. On le voit, elle pèse entre 800 grammes et 1 kg, et nous permet donc de jouer au kin
Ball, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose le kin ball. C'est pas très développé encore en Europe, ça commence un petit peu en France et un peu chez nous, je vous le dis dans un instant. Et ça vient surtout du Québec. C'est un prof de sport, un ancien prof de sport qui s'appelle Mario Demers, qui a créé ce sport en 1985, qui voulait pour ses élèves allier l'adresse, la coopération et finalement le déplacement. Il a décidé de créer cette grosse balle. En cours, il l'a utilisée. Et il y a une société qui a repris cette idée de gros ballon et de coopération justement pour créer le kin ball. C'est comme ça donc qu'est né le kin ball, avec cet esprit de coopération, puisque vous allez le voir, ce sport, on le voit sur ces images, c'est le seul sport où on joue à 3 équipes sur un terrain. Le foot, on joue à 2 équipes, le volley, 2 équipes. Là, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de but. Vous avez un terrain carré de 20 mètres sur 20. Et vous avez donc ces 3 équipes sur le terrain, les bleus, les gris et les noirs. Ce sont les 3 couleurs officielles pour jouer au kin ball. Et pour jouer au kin ball, justement, on parle de coopération. Lors d'une phase d'attaque, il faut que tous les joueurs de la même équipe tiennent le ballon au même moment. Ce qui n'est pas bien difficile parce qu'en fait, ce ballon est très léger. Oui, il est léger. Quand on le tient à plusieurs, on a essayé avant l'antenne, c'est plutôt assez léger. Et donc, il y en a un qui tape dans le ballon. Il faut que les 3 joueurs de l'équipe tiennent le ballon et le 4e tape dans cette omnikin en appelant une couleur adverse. Je sais pas, par exemple, on joue contre les bleus, on est ensemble, on tient le ballon. Moi, je tape dans le ballon, on appelle l'équipe grise. Voilà. Et l'équipe grise doit tout faire pour récupérer le ballon avant que la balle ne touche le sol avec toutes les parties du corps. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait utiliser les pieds et les mains. Et il n'y a aucun risque de se blesser, en tout cas avec la balle, parce que c'est une balle qui est assez tendre. Oui. Et puis aucun risque de se blesser également. Il y a des grosses glissades, c'est pour ça que ce sport est très fun. Franchement, moi j'ai essayé, j'ai adoré, on passe des moments super, les enfants adorent, vous pouvez le faire en famille quand vous voulez. Mais où est-ce que vous avez essayé, vous, en Centre-Val de Loire? Parce que nous, on n'a pas besoin d'aller au Québec, on l'espère. Non, ça se développe chez nous. Alors en France, il y a environ 500 licenciés, donc c'est pas énorme. Et il y a un club qui s'est créé chez nous en 2014, c'est à Tours, c'est le Kin Ball Club de Tours, qui commence à se développer. Il y a une vingtaine de licenciés qui proposent des soirées initiation. Il y en a 2 prochaines, alors je vous conseille d'y aller. Ce sera le jeudi 26 avril, donc, qui arrive entre 20h et 22h. Et un petit peu plus tard, ce sera le 3 mai pour pouvoir s'initier donc au Kin Ball. Je vous conseille vraiment de le faire. Une licence, par exemple, à Tours coûte environ 75 € pour l'année. Mais sincèrement, c'est très fun et ça change des sports qu'on a l'habitude de voir. Très bien, merci beaucoup Charlie. Comme le dirait Céline Dion, ça nous fait chaud au cœur de découvrir avec ce sport québécois. Vous le faites très bien. Tirez-vous une bûche. Merci Charlie. Il est temps de rejoindre Héloïse qui ce matin, évidemment, va nous faire chaud au cœur aussi, mais en découvrant toujours, évidemment, en Centre-Val de Loire, un patrimoine exceptionnel. Vous êtes dans l'Indre ce matin, au château de Valençay, avec cette remarquable cour qui nous donne cette impression d'ambiance royaliste quasiment, si j'ose dire. Oui, mais c'est un château qui a eu une très très longue histoire avec plein de choses qui se sont passées. Évidemment, on va vous raconter un petit peu tout ça. Et j'ai Sylvie Giraud avec moi, qui est la directrice du château de Valençay. Merci beaucoup d'être avec nous et bonjour. Bonjour. On trouvait effectivement que ce côté-là du château était splendide. Je vous rassure, de l'autre côté, ça l'est aussi. Racontez-nous un petit peu ce château, finalement. Il a d'abord été, je dirais, comme tous les châteaux de la Loire, une forteresse médiévale au début, au tout début, c'est ça? Oui, tout à fait. Une forteresse médiévale au départ, puis ensuite, vers 1520, eh bien, la première pierre de ce château Renaissance, puisqu'on fait partie en effet des 20 grands sites du Val-de-Loire. On est totalement un château de la Loire, de la Renaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe justement? Qui met en œuvre justement la transformation de ce château en beau château Renaissance? C'est la famille d'Étampes, sur au moins 5 générations. Donc, du coup, on était en cour carrée à l'époque. Et donc, cette famille, qui était une grande famille de l'époque, voulait évidemment faire valoir aussi eh bien, son rang. Et donc, à l'époque, vous aviez une autre aile qui a disparu au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, juste avant que Talleyrand, finalement, ne l'achète en 1803. D'accord, alors effectivement, on le connaît beaucoup, ce château, sous l'emprise de Talleyrand, en tout cas lorsqu'il a ce château entre ses mains, parce que c'est à ce moment-là qu'il est connu, c'est à ce moment-là qu'on le fréquente plus peut-être, ou ça avait déjà commencé avec la maison, avec la famille d'Étampes? Oh, je crois qu'en réalité, il était certes connu, ça faisait partie des très grands domaines de France, mais en 1803,
Talleyrand étant le ministre des Relations extérieures de Napoléon, bien sûr, l'Empire fait valoir sa majesté, si je puis dire, et voulait que Talleyrand s'installe dans une grande demeure. Donc, en effet, ce qui est incroyable au château de Valençay, c'est qu'à l'extérieur, on est donc un château de la Renaissance, et à l'intérieur, le mobilier et l'histoire connue, va-t-on dire, eh bien, c'est l'histoire de l'Empire, et en tout cas de ce début 19e siècle. C'est un château qui est très bien meublé, qui est très fourni, et ça, c'est quelque chose à laquelle vous tenez vraiment aussi. Est-ce qu'on voit de la vie dans ce château? Oui, tout à fait, et puis ça fait partie de ses particularités, c'est-à-dire qu'on est un château de la Loire, mais meublé 19e et meublé historiquement, et je pense qu'on est le seul château à avoir le mobilier historique de la famille, en fait, qui l'a habité au 19e siècle, et effectivement, avec un mobilier très fourni sur une vingtaine de pièces et d'autres meubles en attente. Talleyrand meurt en 1838, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe après lui? On a ses héritiers qui suivent un petit peu, qui restent ici, qui continuent l'œuvre un petit peu? Tout à fait. Son neveu reste ici, le fils d'Edmond, le fils de son neveu, pardon. C'est lui qui va hériter en fait du domaine, et tous les ayants droit jusqu'en 1979. Donc c'est très récent. Ah oui. Ce château a appartenu en fait à la famille de Talleyrand jusqu'en 1979, et ensuite il a été acheté, vendu, donc, et c'est progressivement finalement le domaine public qui l'a acquis. Donc on est aujourd'hui effectivement en mission de service public. D'accord, aujourd'hui c'est un lieu public en quelque sorte. Il appartient à qui aujourd'hui? Il appartient à 2 collectivités territoriales, donc le conseil départemental de l'Indre et la ville de Valençay. D'accord. Un mot sur Talleyrand. Alors vous dites Talleyrand, mais je crois qu'il y a un peu 2 écoles. On peut dire Talleyrand et Talleyrand. On peut tout dire. Je pense qu'il aurait aimé, quoi qu'on dise de l'accent, qu'on en parle. On en parle forcément parce que ça a été un grand diplomate. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment une période très mouvementée de l'histoire de France, et plein de périodes où il s'est passé énormément de choses. Oui, parce qu'effectivement, on part de sa mère qui était en fait dans la suite de Louis XV, jusqu'à lui, effectivement, qui était là tout au début, juste avant la Révolution. Et puis, en fait, il a suivi comme ça 6 régimes, avec Louis XVIII et puis avec Louis-Philippe à peu près à 80 ans. Donc, c'est un homme qui a servi l'État en permanence. Alors, traite ou pas traite, c'est un long débat, mais en tout cas, il a servi la cause de la nation. Ok, on va justement reparler de lui dans un petit instant. Merci pour cette bonne et très riche introduction. Voilà, je pense que vous avez cerné un petit peu le personnage. On va évidemment creuser sur ce sujet tout au long de notre visite, donc à tout de suite. Merci beaucoup Héloïse, à tout de suite. On voyage grâce à vous ce matin, et on va aller encore un peu plus loin avec un peu d'exotisme aujourd'hui avec le groupe international musical, groupe de Bénin évidemment. Charlie, vous allez voir, je sais que vous aimez danser sur des rythmes endiablés. Eh bien, grâce au groupe Bénin International Musical, et donc Jimmy et puis Jérôme, eh bien, ce sera le cas ce week-end à l'Astrolabe. Jimmy, autour de vous et autour de Hervé Rizen, qui est directeur adjoint délégué aux antennes et aux programmes de Radio France, s'est créé donc ce collectif pour promouvoir la culture béninoise. Et donc vendredi et samedi, l'Astrolabe propose 2 soirées découvertes. Avant de les développer, racontez-nous un petit peu comment est né votre projet, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette culture. Alors tout d'abord, c'est suite à une rencontre avec Hervé Rizen, justement, qui est directeur adjoint délégué aux antennes et au contenu de Radio France, qui m'a proposé de mener la direction artistique d'un projet musical au Bénin. Suite à une création musicale que j'ai menée depuis 15 ans en Égypte, qui s'appelle Egyptian Project. Mais rien à voir avec la culture béninoise. Rien à voir, mais il s'est dit, tiens, pourquoi pas refaire la même chose avec ce que j'ai fait en Égypte, mais au Bénin. Alors moi, ne connaissant pas le Bénin, je m'y suis intéressé. Et effectivement, déjà, il y a un mot, le vaudou. Le vaudou qui est très très présent au Bénin, dans l'ancien royaume du Dahomey aussi, Togo, Nigeria, Bénin. Et du coup, ce culte m'a un petit peu attiré et maintenant m'attire beaucoup. Et c'est pour ça que je suis parti avec Hervé il y a 2 ans au Bénin pour aller m'immerger dans cette culture, rencontrer des artistes, des managers, la société, découvrir tout simplement, quoi. Et notamment, donc, vous avez rencontré Jimmy. Exactement, j'ai rencontré Jimmy Bella. Oui. Et vous avez monté donc ce collectif Bénin International Musical. Quel est l'état d'esprit, Jimmy, de ce collectif ?
C'est vrai qu'on a rencontré Jérôme à Cotonou. Moi, je suis musicien, je suis batteur, je suis chanteur, guitariste, percussionniste. Entre musiciens, les musiciens de BIM, on se connaît déjà à Cotonou et tout ça. C'est vrai que c'est Jérôme qui nous a rassemblés réellement pour le BIM. Mais qu'est-ce qui vous a plu en fait dans le projet de Jérôme et Ah oui, mais quand il avait expliqué le projet, tu sais, chacun a besoin d'évoluer. Ce que tu fais, tu as toujours besoin d'évoluer. Donc, comme nous, ça nous a plu et je pense que c'est la même chose chez les autres aussi. Et qui sont les autres musiciens en fait, qui vous accompagnent? Au total, nous sommes 7 musiciens sur scène. Donc, il y a 2 femmes. Et voilà. Mais c'est un projet qui s'inscrit dans la modernité, mais malgré tout, évidemment, les traditions sont toujours mises en valeur, elles ne sont pas oubliées. Hein. C'est important de le souligner. Bien sûr, la tradition ne s'oublie pas. C'est vrai, aujourd'hui, il y a la musique, c'est toujours la musique, mais on n'oublie pas les traditions. Surtout le vaudou, et il y a beaucoup de trucs qui sont joués. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné quand vous vous êtes rencontrés en termes de musique? Qu'est-ce qui vous a surpris peut-être au tout début? Quand on met les pieds sur cette terre, le Bénin, déjà, il y a quelque chose historiquement de lourd, ouais, chargé. Toute cette richesse musicale, cette culture a été vraiment à traverser les océans. Donc, quand on voit à Cuba, on a la salsa. La salsa vient d'où? Elle vient du Bénin. Salvador de Bahia, la musique Yoruba, ça vient du Bénin. La Nouvelle-Orléans, ça vient du Bénin. Donc pour nous, avec Hervé, pourquoi Hervé il a voulu accentuer un projet sur le Bénin? C'est tout simplement parce qu'on estime que le Bénin, c'est le berceau du funk, du rock, du jazz, du hip-hop. Et c'est vrai que quand je suis allé à Cotonou, on est allé à une cérémonie à l'église le dimanche. Et qu'est-ce qui se passe quand on va à l'église? C'est juste de la trance. Déjà, il y a du gros son, il y a des grosses enceintes, il y a des cuivres à fond dans l'église. Les gens beaucoup de vidéos comme ça sur Internet. Et c'est impressionnant. Et toute cette ambiance-là, donc vous la retranscrivez dans un documentaire que vous êtes en train de préparer, qui est en train d'être tourné, qui sera aussi tourné ce week-end à Orléans, à l'Astrolabe. Un documentaire de 52 minutes avec évidemment un projet participatif. C'est-à-dire que vous ne pensez pas seul le tournage de ce documentaire, vous consultez toutes celles et ceux qui y figurent. Oui, de toute façon, quand on réalise un documentaire, il faut se renseigner, il faut collaborer avec les acteurs du pays. On a la chance de collaborer avec TV5 Monde qui a acheté ce documentaire. Donc il sera diffusé dans le monde entier. Et on voit déjà quelques quelques images. Oui, voilà. En fait, on travaille avec Axel Van Lerberg qui va réaliser le documentaire avec moi. Et dans les images, c'est vrai que là, on peut voir que la dernière fois, on a amené ce solo de France Inter, Belkacem, rédacteur en chef du magazine Rolling Stone Magazine, qui est aussi notre partenaire. Donc c'est vrai qu'on s'écoute les uns les autres, c'est vraiment un grand collectif. Quand on parle d'un groupe musical, moi je dirais que c'est un projet radiophonique et artistique. Et c'est un projet qu'on va pouvoir découvrir vendredi et samedi à l'Astrolabe. Il faut quand même souligner aussi que depuis 1993, la ville d'Orléans a une convention de coopération avec la ville de Pakou au Bénin. Et donc il était naturel évidemment que Orléans mette en valeur toute cette culture béninoise, notamment vendredi soir, donc avec un temps fort qui va mettre en valeur un élément de la culture africaine, l'arbre à palabre. Qu'est-ce que c'est, Jimmy ? Ah, là-bas, chez moi, c'est là où on échange. La famille, ou bien si tu fais quelque chose à la maison qui est grave, c'est là où la famille vient te décider, bien, te donne une punition. Donc, et puis, très souvent, chez nous, on joue traditionnel. Et ce sera la même chose donc vendredi soir évidemment à l'Astrolabe et puis après donc des masterclass également avec un partage autour de cette culture et musique béninoise et puis le soir donc le grand temps fort, tout est gratuit en plus à l'Astrolabe, ce temps fort avec donc une prestation évidemment du groupe qu'on pourra savourer. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous tous les deux. On peut retrouver tout cela sur le site internet de l'Astrolabe, la programmation, Charlie, que vous allez pouvoir savourer jusqu'au mois de juin parce qu'il y a d'autres temps forts. Et puis également en allant sur la page Facebook du groupe Bénin International Musical. C'est donc vendredi et samedi et c'est gratuit
allez-y. Merci d'avoir été avec nous. On va rejoindre Héloïse qui, ce matin, donc, vous le savez, est au château de Valençay, dans l'Indre. Ça y est, vous avez pénétré à l'intérieur de ce château qui a de nombreuses merveilles et des pièces de collection qui, cette année encore, vont surprendre le public. Mais surtout cette année, parce que la pièce dans laquelle on se trouve, eh bien, figurez-vous qu'on est des petits chanceux parce qu'on la voit un petit peu avant tout le monde. Elle ouvrira demain cette salle au trésor au public. Ça veut dire que là, vraiment, on a beaucoup, beaucoup de chance. Et surtout, on va vous expliquer pourquoi on a beaucoup de chance. C'est qu'en fait, cette salle ici, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années, on va dire 5 ans, peut-être même plus, c'est ça, Sylvie. Cette salle des trésors, c'est vraiment un petit bijou en plus dans le parcours de visite. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a révisé l'ensemble du circuit de visite depuis 5 années. Et évidemment, je dirais que le clou de tout cela, c'est effectivement cette salle des trésors qui a aussi un autre caractère que les pièces historiques que l'on traverse d'habitude. Et voilà, ça donne à voir, je dirais, en effet, les trésors de Talleyrand. Ça donne une respiration, ça donne un caractère musée par rapport à un lieu historique. Et donc voilà, on complète notre offre vraiment de cette manière magnifique, je crois. Oui, complètement. Il y a des objets somptueux vraiment à voir ici. Alors ça, c'était un peu votre travail à vous, Jérôme, dénicher ces objets, aller les chercher dans les coffres. Et on les montre au public. C'est la première fois en fait que le public va voir ces objets en fait. Dans une telle configuration, oui, oui, parce qu'il y a eu non seulement une redécouverte de ces objets, puisqu'il s'agissait aussi de les documenter pour pouvoir et les rattacher à Valençay, à la personne de Talleyrand, évidemment. Et puis, il y a eu tout un travail de restauration qui a été effectué par des restaurateurs textiles, métal, cuir, bien précis, selon un cahier des charges, évidemment, très rigoureux. Oui, c'est ça qui a pris du temps, mais au départ, vous, comment ça se passe? Vous ouvrez les coffres, vous voyez qu'il y a toutes ces choses-là qui sont en train de dormir depuis... C'est un peu ça. Enfin, ces objets étaient plus ou moins connus, sauf qu'il fallait, encore une fois, les rattacher, savoir comment ils étaient arrivés ici à Valençay, comment le prince de Talleyrand a pu les utiliser, faisant partie de son quotidien, des éléments de décor, d'apparat, par exemple, comme les épées. Alors, tout ça, en fait, c'était ses épées à lui. Ce sont des épées de cour, en fait. D'accord. Hein, voilà, qui ont été donc restaurées magnifiquement et qui ont, voilà, qui là sont dans véritablement un écrin magnifique. Et c'est une collection assez remarquable. Donc on a tout un tas d'objets qui ont donc soit appartenu à Talleyrand ou alors à ses descendants en tout cas. Ses descendants, voilà, des cadeaux qu'on a pu lui faire, des choses qui relèvent aussi de l'intime assez particulier et qui permettent peut-être aussi de comprendre qui était cet homme, ce grand diplomate qui a traversé quand même le 18e et une bonne partie du 19e siècle. Oui, mais donc, là, on plonge vraiment dans la vie de Talleyrand. On se rend compte de qui il était, de quels vêtements il portait. Alors, je crois que ça, c'est un exemple parfait devant nous. Le costume du sacre de Charles X, c'est un costume extraordinaire, avec, là encore, le glaive qui est rattaché à ce costume, et puis également la canne de cour, voilà, qui est super. Moi, j'en avais jamais vu de ma vie, en fait. Oui, en dents de narval, voilà, avec une férule qui a été redorée à l'occasion, puisque manifestement la férule avait été brisée, et le restaurateur a fait le parti de la redorer pour faire suite en fait au pommeau qui est aussi en or. En fait, on pourrait passer des heures ici parce que je suis sûre que derrière chacun de ces petits objets, il y a une histoire à raconter. Absolument. Et donc ça va vraiment être quelque chose de passionnant pour les visiteurs. Nous, on peut pas en dire plus, mais du coup, on a, je pense, donné un petit peu envie de venir voir un petit peu tout ça. Je voulais moi vous montrer juste une toute petite chose avant de vous rendre l'antenne. C'était cette chaussure-là, en fait, qui est importante parce que, moi, je ne le savais pas, mais Talleyrand avait un pied beau, c'est ça. Et surtout,
une dernière petite chose, venez voir avec moi. Je voulais vous montrer aussi, ici on a une mèche de cheveux de Talleyrand qui a été prélevée sur son lit de mort. Donc autant vous dire qu'ici il y a tout un tas de choses qui sont absolument fabuleuses vraiment et qui permettent de rentrer dans l'intimité de Talleyrand. Voilà. Merci Héloïse. Et puisque vous parlez de l'intimité, de l'anatomie de Talleyrand, eh bien, on va parler santé à présent avec vous, Claire-Émilie Olivier. Vous êtes coordinatrice du centre spécialisé obésité au centre hospitalier régional d'Orléans. Dans la région, Charline, il y a 2 centres spécialisés. À qui sont-ils destinés ces centres? Est-ce que l'on soit particulier ou professionnel, on peut s'y rendre? Alors, les centres spécialisés de l'obésité, ils ont 2 missions. En effet, la première, c'est de prendre en charge les formes sévères d'obésité. Donc là, toute personne souffrant d'obésité sévère peuvent se rendre au CHR d'Orléans et autres établissements partenaires. Mais ils ont également une mission, c'est de coordonner un parcours de soins pour les patients en identifiant les ressources, c'est-à-dire les professionnels capables de prendre en charge ces personnes et de donner une lisibilité pour permettre à chacun d'avoir une prise en charge globale, de proximité et de qualité. Et quels sont les services proposés concrètement dans ces 2 centres? Alors, les centres spécialisés s'occupent des formes sévères d'obésité, mais vraiment, c'est une coopération ouverte sur la ville, comme sur les établissements publics et privés. L'idée, c'est que dès les premiers signes de prise en charge importante, d'obésité, on puisse avoir recours près de chez soi à quelqu'un de spécialisé pour nous aider. Ça passe par un médecin traitant ou on peut y aller directement si on se sent concerné, par exemple? On vient nous voir directement? On ne peut pas venir nous voir directement. L'idée, ça passe toujours par le médecin traitant qui coordonne, lui, le parcours du soin du patient. Et après, vous renvoyez vers des psychologues, par exemple, des chirurgiens si nécessaire, etc. Prise en charge médicale, chirurgicale, psychologique, sociale. Et à partir de quand, en fait, peut-on qualifier une personne adulte d'obèse? Alors, on va le calculer par rapport à son indice de masse corporelle, l'IMC. Que l'on voit là, à l'écran, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui fait cette classification. Qui le proposait, effectivement. Oui. Donc l'idée, c'est de prendre son poids que l'on divise par sa taille au carré. Et à partir de 25 d'IMC, nous serons en surpoids. Et à partir de 30, en effet, on va parler d'obésité. Dès que ça touche les maths, là... Donc par exemple, si on fait 1m78 pour 70 kilos... On fait ce calcul que vous venez de nous présenter et on tombe en fait dans une fourchette... Et qui permet de mesurer du coup et de se dire qu'à ce moment-là, il faut faire des efforts ou pas. Comment on diagnostique concrètement en fait, l'obésité? Après, lorsqu'on va chez son médecin, il y a cette classification évidemment, mais après il y a d'autres... Il y a différents paramètres. En effet, c'est une maladie qui est souvent complexe et multifactorielle. Donc ça va passer par un entretien avec ce professionnel qui pourra s'aider en effet d'autres professionnels, que ce soit des diététiciens, des enseignants d'activité physique adaptée, des psychologues. Tout ce qu'il y a derrière l'obésité, après le diabète, tout ce que ça peut entraîner, c'est ça le... Il peut y avoir en effet beaucoup de complications. Alors souvent, on dit que ça va de la tête aux pieds, c'est-à-dire qu'on peut avoir des souffrances psychologiques, sociales, mais plein d'autres choses. Et avant tout, évidemment, c'est une acceptation de son physique. On voit là, par exemple, les différentes localisations de la masse adipeuse, avec 2 profils d'obésité, gynoïde et androïde. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, l'obésité gynoïde, ce sera surtout une accumulation du tissu adipeux près des cuisses, des fesses et des cuisses, alors qu'androïde, ce sera plutôt au niveau de l'abdomen. Donc ça va donner des silhouettes en effet différentes, mais aussi des complications différentes. Et quelles sont les causes concrètes finalement de l'obésité? Est-ce qu'on peut les mesurer? Alors, elles sont vraiment diverses et variées. Alors, on va parler de prédispositions génétiques. On sait qu'il y a certaines familles qui sont plus sensibles à la prise de poids que d'autres. Et puis, il y a bien sûr les facteurs environnementaux, que ce soit l'alimentation. La cigarette aussi. La cigarette, ça peut... cigarette, alors surtout aussi l'arrêt du tabac. Oui, ça c'est vrai qu'on a vu. Et puis le grignotage aussi, par exemple. On voit des friandises là, il faut faire attention à son alimentation, il faut avoir une hygiène de vie, manger sain et équilibré. Ça, c'est la première des choses, j'imagine. Alors, c'est une des choses sur lesquelles on peut traiter. Mais en effet, il y a l'alimentation, l'activité physique, le stress, le sommeil. On voit que c'est multifactoriel et que ce n'est pas simplement manger moins et bouger plus. Alors, en quasiment 15 ans, dans la région Centre-Val de Loire, la part de l'obésité adulte était de 9,8% en 1997 et en 2012, elle était de 16,9%. C'est quand même une augmentation assez considérable. Comment on peut l'expliquer, en fait, cette augmentation ? Alors, il y a certainement des phénomènes sociétals. Je pense qu'on est maintenant dans une société qui favorise plutôt l'obésité. Alors, il faudrait des études beaucoup plus poussées pour savoir exactement pourquoi en région Centre ça a augmenté autant. Mais c'est vrai que près maintenant d'un adulte sur 2 est en surpoids dans le Loiret et quasiment un adulte sur 5 est obèse. D'accord. Donc, et les enfants sont aussi concernés. Les enfants sont aussi concernés. Il y aura donc ce samedi 14 avril à Saran dans le Loiret une journée de l'obésité, de prévention, de sensibilisation et aussi pour celles et ceux en fait, qui sont dans cette situation, un accompagnement, des conseils pour mieux vivre l'obésité.
et échanger aussi de effectivement, façon de vivre. Qu'on soit impliqué ou concerné par l'obésité, cette journée va pouvoir nous permettre d'avoir des échanges avec des professionnels, mais également des associations de patients, et surtout de venir tester des activités. Parce que ce sera donc à Saran, dans le Loiret, ce 14 avril. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la journée européenne de l'obésité. Ce sera le 23 mai. On peut retrouver tout cela sur le site internet, qui est d'ailleurs très bien fait, avec toutes les informations que vous venez de nous donner il y a quelques instants. C'est obéscentre.fr. Merci beaucoup, Claire, d'avoir été avec nous. On va rejoindre, vous le savez, depuis tout à l'heure, on suit Héloïse qui est au château de Valençay. C'est dans l'Indre, au nord de Châteauroux, avec de remarquables intérieurs que vous explorez pour nous ce matin, Héloïse. Oui, et là, on est passé du côté de la salle à manger. Vous allez comprendre pourquoi. On a une immense table à côté de nous et je pense que c'était un lieu de réception ici, n'est-ce pas ? Tout à fait, un lieu de réception, la grande salle à manger, pour faire écho d'ailleurs à la petite salle à manger comme dans toutes les grandes maisons. Mais c'est donc un lieu où on reçoit, où Talleyrand, d'ailleurs il a pour mission de la part de l'empereur, d'organiser chaque semaine des grands dîners. Avec 36 convives, dit-on. Donc, vous imaginez toutes les cuisines et le personnel de service. Et c'était donc un lieu, je ne dirais pas un lieu d'intrigue, mais un lieu de diplomatie. La diplomatie à table date en fait un peu de Talleyrand. Et donc ici, ça s'est joué comme ça. Parce que ici, on faisait donc venir des hauts dignitaires, on parlait de choses, on en révélait certaines, on creusait, on cherchait des infos sur d'autres, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Donc il y avait les ambassadeurs qui étaient là, et puis vous avez les personnels de service à l'extérieur, juste derrière, qui eux aussi écoutent les conversations et rendent compte au maître plus tard. Et donc c'était un service à la française, contrairement au service à la russe, qui est un service à l'assiette, si l'on veut faire court. Donc ce qui fait qu'on mangeait souvent froid, puisque tous les entremets étaient mis dès le départ. Ah oui. Voilà. Sauf que pour la petite histoire, le maître des lieux aimait à servir en réalité les rôtis et les viandes, donc qui se trouvaient d'ailleurs sur ce porte-plat là-bas. Et il servait lui-même, ça faisait partie de l'étiquette aussi. Et on montrait comme ça les personnes et les personnalités que l'on préférait, qui étaient les plus importantes. Elles étaient servies en premier. Les derniers devaient comprendre là où eux se situaient en réalité. Et qui n'étaient pas prioritaire, clairement, en tout cas pas au centre de l'attention de l'hôte. On a effectivement eu donc ces grands repas où on a fait venir pas mal de personnes. Moi, je voulais qu'on parle aussi d'Antonin Carême parce que c'est souvent un nom qui revient quand on parle de Talleyrand. Alors, vous me disiez, c'est Talleyrand qui a fait connaître Antonin Carême. Absolument, et d'ailleurs il lui restera fidèle aussi pour ça. Il l'a connu à Paris, rue Vivienne. Il travaillait chez un pâtissier, il était tourrier. Et Talleyrand, ayant découvert ce qu'il faisait, l'a invité à travailler pour lui au ministère des Relations extérieures. Et c'est comme ça qu'il a fait en fait toutes ses armes. Il n'était pas cuisinier au départ, mais pâtissier. Il est devenu cuisinier. Et puis ensuite, évidemment, tous les grands de ce monde, je dirais, se le sont arrachés. Mais il est resté fidèle à Talleyrand parce que c'était un enfant, on dira, déshérité, et que Talleyrand a permis, en réalité, ça, on ne connaît pas ce côté-là de Talleyrand, mais qui a un côté humaniste dans le fond. Et il a permis donc à Antonin Carême de se réaliser. Donc je crois que c'est important pour être noté. Oui, et puis vous me disiez, finalement, c'est un découvreur de talent. Pas seulement, je dirais, côté gastronomie, mais aussi au niveau des arts, etc. Au niveau des arts, il a fait des commandes aussi à des peintres de la Villa Médicis à Rome. Donc voilà, tout ça n'est pas encore connu du public, mais voilà, c'est un homme complexe qui a différentes facettes et à Valençay, on aime travailler aussi l'autre côté du miroir. Oui, effectivement. Et alors, on aime parler de gastronomie, on aime aussi fabriquer des choses ici. On dit un petit mot quand même des jeudis gourmands, parce que ça, c'est quelque chose que vous organisez tous les ans. Ici. Tout à fait, et qui fait écho justement aussi à Antonin Carême, puisque les tables gourmandes du Berry, cette association donc qui réunit des grands chefs de l'Indre et du Cher, vient
le premier jeudi de chaque mois et il réinterprète des recettes anciennes, donc prises notamment dans les ouvrages d'Antonin Carême, qui a aussi écrit des encyclopédies, et les réinterprète en bas devant le public. Alors ils amènent leurs ustensiles, qui ne sont pas des ustensiles historiques, parce qu'on est bien aujourd'hui dans un lieu historique, mais on est aujourd'hui en 2018. Et donc, avec des ustensiles d'aujourd'hui, eh bien, ils font découvrir des recettes, des ressources du territoire, et ils les font déguster. Et je pense que... on n'est pas prêt de s'arrêter vu le public qui augmente chaque année. Oui, et j'ai déjà eu l'occasion d'y participer et effectivement, il y a plein de gens passionnés qui viennent voir justement comment on élabore ces recettes et qui, je pense, sont très attentifs pour éventuellement refaire ça chez eux après. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie. On va se déplacer dans un petit instant. On va quitter le château pour rejoindre les communs et là aussi, on a une petite surprise pour vous, un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Merci Héloïse. Ce château, évidemment, qui est dans un écrin de verdure, en plein cœur des bois. Et justement, on va aller à la campagne à présent avec vous. Anne, vous êtes éleveuse familiale à Sainte-Maure de Touraine. Et donc, vous élevez depuis plus de 30 ans des animaux pour votre autoconsommation. Et vous partagez donc votre expérience dans un guide pratique pour celles et ceux qui veulent posséder un élevage familial à la maison. Bon, il faut quand même un grand jardin. C'est ça, ouais. Moi, je suis admiratif de ça, mais il faut avoir un grand jardin et avoir la volonté aussi de le faire et de se lancer. Exactement. Ça revient vraiment à la mode, Anne, l'élevage à la maison, de poules, de cochons, de cochons, moutons, moins, mais les poules, beaucoup, oui, depuis, on va dire... plus d'une dizaine d'années. C'est le plus simple finalement. C'est le plus simple et puis on a une production tout de suite avec les œufs, c'est simple. Alors vous dites que le cochon, ça ne revient pas à la mode, mais quels sont les animaux que vous préconisez alors si on a une surface évidemment convenable Après, ça dépend de son contexte et sa situation. Si on a de l'espace, on peut avoir des animaux assez conséquents. On peut avoir des brebis, des chèvres ou même un cheval si on a un hectare. Qu'est-ce que vous avez, vous, en ce moment dans votre Moi, en ce moment, j'ai de la basse-cour, j'ai des pigeons, des oies, des poules, et j'ai aussi des brebis. Et qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter finalement, ces animaux au quotidien, si ce n'est que de l'amour et de l'affection parce que quel que soit l'animal, il est toujours attachant. Il est toujours attachant. Déjà, ça change la représentation qu'on a des animaux, parce qu'on se fait des idées sur les animaux, et mieux les approcher, mieux les connaître, on voit effectivement leur fonctionnement. Et puis, je dirais, ça apporte aussi une production. C'est vrai que pouvoir manger ces produits, c'est quand même agréable, et ça a un autre goût que ce qu'on peut trouver dans le commerce, en produits transformés. Et puis on les a tout de suite, c'est vraiment du champ à l'assiette. C'est uniquement pour vous. C'est uniquement pour moi. Et puis c'est pour ça que vous appelez ça élevage familial. Élevage familial. Oui, moi je suis pas du tout, je suis pas dans le même contexte qu'un professionnel. J'ai pas les mêmes normes, les mêmes contraintes, à la fois réglementaires et économiques. Mais malgré tout, il faut quand même prendre en considération un certain nombre d'éléments si on veut accueillir des animaux dans son grand jardin. Lesquels? Lesquels, c'est la surface, c'est ce que je disais. Est-ce qu'on a assez de surface pour, suivant les animaux qu'on veut accueillir? Il y a uniquement la surface? Non, c'est aussi la disponibilité. Et c'est aussi sa capacité à aménager l'endroit, parce qu'il faut faire des clôtures. Il faut aussi que l'animal ait un logement pour se mettre à l'abri. Donc après, on peut avoir un endroit où on a déjà ça tout fait, mais sinon, effectivement, on peut être amené à faire des clôtures. Et ce qui est vraiment essentiel, je crois, c'est regarder aussi l'espace qu'on a et la disponibilité. Parce que c'est vrai que des animaux, il faut être présent, plus ou moins selon le type d'animal. C'est vrai que la volaille, il faut être là matin et soir pour aller ouvrir et fermer. Forcément. Sinon, les prédateurs peuvent aller faire un tour et se servir. Mais par exemple, des brebis ou une vache, ça peut rester dans l'enclos tranquillement sans qu'on aille les voir tous les jours. Il n'y a pas besoin de visite quotidienne. Non, mais il faut au moins y aller 1 à 2 fois par semaine pour voir effectivement s'il y a un problème ou pas. Oui, parce qu'il faut prendre en considération le bien-être animal, il est au cœur de votre projet. D'ailleurs, quels conseils vous pourriez transmettre à celles et ceux qui aimeraient se lancer dans cette aventure d'élevage familial bio sur finalement l'approche à avoir avec eux pour qu'ils se sentent bien? C'est de respecter ses besoins. Je crois que c'est vraiment primordial. C'est-à-dire qu'une poule, ça a besoin de gratter, donc il faut qu'elle ait suffisamment d'espace. Quand on a un poulailler où il n'y a plus du tout d'herbe, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace, par exemple. Que vous ont apporté ces animaux en 30 ans de vie commune, si j'ose dire? Vous y allez fort, c'est moins de 30 ans. Plus de 20 ans, mais... c'est déjà, je vous disais, c'est le rapport à l'animal, ça c'est assez extraordinaire de les observer et puis d'avoir une relation
proche avec les animaux. Alors, est-ce qu'il y a C'est des aussi des rencontres avec d'autres gens, parce qu'en fait, je me suis fait des copains de poules, des copains de brebis. C'est comme ça que vous les définissez. Ils vont être Non, contents, mais- ça va les faire sourire en tout cas. En fait, on est entré en relation avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout. On est devenus amis par le vecteur de l'élevage. En fait. Donc, Et dans votre c'est ouvrage, riche. vous dressez le portrait, alors non pas des copains de poules, mais de vos copains du quotidien, des animaux que vous côtoyez. Vous avez appris en fait tout ça toute seule en fait, ou vous êtes documentée? Oui, les deux, si je puis dire, puisque quand en fait je suis arrivée, moi j'ai commencé l'élevage, je me suis renseignée autour de moi et puis j'ai trouvé qu'il y avait des livres pour les poules, mais sur certains animaux, on avait peu de renseignements. D'où l'idée de faire ce livre, cet ouvrage sur l'élevage, parce que ça m'a manqué. Et donc, à la fois, je me suis renseignée auprès d'éleveurs professionnels, auprès d'une vétérinaire aussi, pour avoir des renseignements sur tout ce qui est. Il y a tout un travail derrière ce livre. Il y a tout un travail de recherche. Et puis, donc, j'ai souhaité faire le portrait d'éleveur pour chaque espèce dont je parle dans le livre, pour rendre plus vivant et montrer en fait le contexte de plusieurs personnes. Très bien. Et donc, c'est à lire évidemment donc, dans ce petit élevage familial bio aux éditions Terre Vivante. Merci Anne d'avoir été avec nous. Vous aimez les balades évidemment, quand on est au cœur de la nature, cela va de soi. Eh bien, on va rejoindre Héloïse qui est à Valençay ce matin pour découvrir évidemment les collections du château. Héloïse. Oui, et là, on est surtout dans le théâtre qui est vraiment en dehors du château et qui se visite vraiment uniquement accompagné. C'est vraiment un petit bijou ici. Théâtre baroque, c'est ça. En fait, il date de quand ce théâtre et pourquoi il a été construit un petit théâtre comme ça dans un château de la Loire? C'est assez surprenant. Oui, alors on est juste après le théâtre baroque, on est en 1810 et il a été en réalité construit pour les princes espagnols qui étaient enfermés ici par le vœu de Napoléon. D'accord, qui étaient prisonniers qui étaient prisonniers, Okay. en effet. Et donc pour les divertir, Napoléon d'ailleurs lui-même a enjoint Talleyrand de construire un théâtre pour le divertissement des princes, tout comme nous avons aussi une autre fabrique pour les plaisirs de la chasse, donc le pavillon de la Garenne. Voilà, tout ça date en fait de cette période de Talleyrand. Et donc ce théâtre qui est un peu inédit dans le sens où c'est un théâtre Premier Empire. Donc on a beaucoup de théâtre baroque, de théâtre Second Empire, mais de cette période-là, c'est extrêmement rare. D'accord. Alors, on a choisi de venir ici sur scène parce que déjà le point de vue, il est superbe. Ça donnerait presque envie de présenter quelque chose ici. Et on a surtout autour de nous un décor alors, qui nous donne l'ambiance d'une forêt, qui est un décor aussi assez ancien. Il date de cette époque-là, de l'époque de construction du théâtre? Absolument, parce qu'en fait, c'est un théâtre donc, qui servait. Et donc, on a tout un ensemble, donc, qui sont maintenant tout à fait archivés, désinsectisés, etc., de différents décors, dont la forêt fait partie, et faisait partie, je dirais, dans les théâtres, et effectivement, des décors un peu traditionnels, tout comme on a sur la place publique, on a dans la chambre, voilà, le grand salon. Voilà. Et donc, tout ça générait aussi, évidemment, des répertoires précis. Voilà, qui étaient donnés ici. Et donc, vous aviez des très grands artistes qui passaient à Valençay, mais qui pouvaient d'ailleurs aussi passer ailleurs. D'accord. Alors, je voudrais qu'on insiste un petit peu sur ce qui nous semble peut-être un petit peu classique ou normal, c'est-à-dire ces lumières qu'on voit ici tout autour de nous. En fait, c'est là aussi le résultat d'énormément de travail qui a été fait en collaboration avec les équipes du château de Versailles. Alors, expliquez-moi un petit peu de quoi il s'agit. Eh bien, oui, c'est la réalité avec les équipes du Petit Théâtre de la Reine. Nous avons travaillé parce qu'ils ont aussi un théâtre qui est un tout petit peu plus ancien que le nôtre, c'est le théâtre Marie-Antoinette. Et donc, ils ont refait je dirais, un système d'éclairage où on a le type, la couleur de l'éclairage de cette époque baroque, comme vous disiez. Donc, qui était un éclairage quoi, à la bougie? Non, alors qui était un éclairage à la bougie, mais en fait, surtout après un éclairage au quinquet, donc un éclairage avec des quinquets à huile. Alors, c'est ce qu'on a ici, en fait. Vous en avez préservé un, en fait, pour pouvoir montrer. Je peux me permettre, je le décroche? Alors oui, il faut le décrocher. Voilà. Voilà, tout à fait.
Je vous laisse le manipuler parce que moi j'ai peur de faire des bêtises, évidemment. Voilà, donc vous avez le défaire ici. Donc là, c'est l'huile qui était effectivement mise et donc par le goutte à goutte se transmettait dans le mécanisme. D'accord. Voilà. Oui. Et ensuite, vous avez une mèche voilà, que vous pouvez graduer. Et donc, c'est ainsi qu'on ajustait la luminosité. Donc, plus ou moins en fonction de si vous êtes dans une chambre rustique, si vous êtes voilà, plein feu sur un village. Hein, donc voilà, donc ça a permis en fait voilà, de créer finalement la mise en scène puisqu'on avait des pans complètement différents et des ambiances différentes. Et c'est avec Versailles que nous avons installé tout ça. Et donc... Et le but étant quand même ici d'accueillir des spectacles, il y en a régulièrement. Il y a un très beau festival qui s'appelle le Festival Talleyrand. Alors cette année, peut-être pas. Certainement l'année suivante, on aura droit à... Il y a de très grands artistes qui viennent ici. Oui, tout à fait, parce que les artistes, et notamment les artistes du milieu baroque, eh bien, jouent beaucoup avec la résonance du son, avec l'acoustique. Et ici, on est entre bois et plâtre, donc on a une conduction exceptionnelle. Et puis, tout simplement, la taille, je dirais, la taille de la scène et de la salle. Donc, ce qui fait qu'il y a une proximité avec le public et une proximité, voilà, des artistes entre eux. Donc, voilà. C'est un très, très bel espace. C'est un espace qui n'attire pas seulement les visiteurs, mais aussi vraiment ceux qui ont envie de s'y produire. Voilà. J'espère que cette petite découverte vous a plu. On se retrouve dans un tout petit instant. Je vais aller me mettre au balcon pour justement vous donner toutes les infos pour venir ici à Valençay. Merci Héloïse. À tout de suite, on va quitter Valençay pour rejoindre Cheverny avec vous, Je sais Charlie. que vous aimez courir, Jérémy, courir dans une bonne ambiance, c'est encore mieux. 17e édition du marathon de Cheverny, c'est ce week-end, 14 et 15 avril, pour tous les passionnés, bien sûr, de marathon. Dans une bonne ambiance, départ, vous allez voir, le programme est extraordinaire. Devant le château de Cheverny, donc samedi, petite boucle de 4,5 km. On passe notamment donc, devant le château de Cheverny, on visite Cours-Cheverny, on longe ensuite le golfe de Cheverny, une très belle vue. On a une petite boucle après devant le château de Trousset. Au 22e kilomètre, on rentre dans le parc. Je dis on parce que je pense que Vous allez le faire, évidemment. Je pourrais essayer de le faire. On rentre dans le parc. Ensuite, au 38e kilomètre, ce qu'attendent forcément les coureurs, on vient de voir dans les images, le fameux ravitaillement avec au programme, ça va vous plaire, du fromage de chèvre et naturellement des vins de Cheverny. Je vous vois sourire, Anne, évidemment, parce que le fromage Avec de modération. chèvre à Sainte-Maure-de-Touraine, c'est un incontournable, bien entendu. Charlie, c'est vrai que c'est intéressant de découvrir en fait les châteaux d'une autre manière. D'ailleurs, Héloïse, on le disait à Valençay, eh bien, on retourne dans l'Indre, à Châteauroux. Alors là, c'est quelque chose de Côté. fascinant. Vous avez dit À quoi ? côté de Châteauroux. À côté de Châteauroux, oui, à Montier-Chaume précisément, dans l'Indre. Si vous aimez justement l'apiculture urbaine, ce sera l'occasion de découvrir ça. Tous les samedis, alors un samedi sur deux jusqu'à fin septembre, ça commence donc ce samedi, donc n'hésitez pas à vous rendre avec Monsieur Martin, qui est apiculteur à Montier-Chaume et en lien avec les services Espace Vert de Châteauroux Métropole, propose des visites tout simplement de l'apiculture urbaine, en fait, c'est ça. Voilà. D'accord. On va pouvoir se mettre en combinaison, on nous fournit tout ce qu'il faut, on peut découvrir comment se fait le miel, les récoltes, les abeilles. C'est vraiment quelque chose à découvrir avec les enfants. Généralement, les enfants adorent. Et donc, on peut s'inscrire, évidemment, pour participer à cette animation. Dépêchez-vous de vous inscrire puisque les places sont assez limitées. C'est limité à 12 personnes pour chaque visite. Vous allez sur le site châteauroux.tourisme.com. Et on va terminer avec une dernière chose qui va intéresser les fans de Jean-Jacques Goldman. Je te donne. Anne, je vous vois un petit peu vous déhancher. Vous aimez bien Jean-Jacques Goldman? Ouais, non. Bon, c'est pas Jean-Jacques Goldman que vous allez Mais pourquoi alors on parle de ça? Pouvoir applaudir. C'est Michael Jones qui sera en concert ce samedi 14 avril à l'espace Beauregard. C'est à Montaut-sur-Bièvre dans le Loir-et-Cher pour applaudir Michael Jones qui est en tournée sur tous les meilleurs souvenirs avec Jean-Jacques Goldman. Son best-of succès qu'il fera donc sur scène. Ça s'appelle Autour de. Très bien. Avec les un meilleurs beau succès de rendez-vous, Charlie. Merci pour cet agenda. Et notez aussi ce soir, après le Grand Soir 3, on vous recommande une grande enquête sur la Sologne engrillagée. Depuis une vingtaine d'années, les propriétaires construisent de plus en plus de clôtures et ne permettent pas à la faune sauvage, malheureusement, les sangliers et les cervidés, de circuler librement au détriment d'autres propriétaires qui ne peuvent plus chasser. Eh bien, Nicolas Vanier, cinéaste et sologno, est devenu le porte-parole des anti-grillages. On écoute un extrait de son témoignage à voir ce soir. J'ai grandi ici derrière les bottes de mon grand-père. Et puis un jour, comme d'habitude, un Parisien a acheté le territoire à côté et nous a mis un grillage
donc à partir de là, ça a commencé à changer un peu les choses, comme ça a changé tout en Sologne. Et voilà. Le cinéaste est devenu en quelques mois le symbole de la lutte pour la libre circulation du gibier. En Sologne, on aime les chasseurs, il n'y a pas de problème. Les chasseurs qui sont respectueux, on aime les Parisiens qui viennent et s'achètent des résidences secondaires, même si c'est pour 5 ou 6 ans ou 10 ans. Ils sont les bienvenus parce que la chasse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une réalité économique, fait vivre la Sologne. Donc bienvenue à ces touristes qui sont à considérer comme des skieurs en montagne, mais qu'ils respectent notre territoire. Nicolas Vanier est loin d'être le seul à être enfermé par un voisin indélicat. À Ivoile-Marron, Sébastien Camus est le régisseur d'un territoire de chasse appartenant à un industriel allemand. Alors ici, nous sommes là. Les voisins qui sont enfermés avec moi, ils ont ce petit territoire qui est là et tout ça. Et alors pour le reste, c'est mon voisin engrillageur. Et résultat, c'est qu'on a ici une belle prison à ciel ouvert pour la faune de Sologne qui reste enfermée sur un peu plus de 2000 hectares. Voilà. Et voilà, donc la Sologne en Gréagie, ce sera le grand format d'enquête de région à voir sur notre antenne après le soir 3, suivi d'un débat avec la journaliste Corinne Bian-Rosa sur donc ce sujet sensible où s'affrontent deux conceptions de la chasse. On va découvrir une dernière fois, vous le savez ce matin, le château de Valençay avec Héloïse et vous nous invitez évidemment fortement à aller visiter ce château, quelle que soit la météo, puisqu'il y a de jolis intérieurs là où vous êtes. Ce théâtre mérite le détour. Oui, comme tout un tas d'autres pièces qu'on n'a pas pu vous montrer finalement ce matin, mais le but c'est simplement de vous donner envie de venir ici. Le château de Valençay, il est ouvert tous les jours. En ce moment, c'est 10h30, 18h ou 18h30, je ne me souviens plus, mais en tout cas, il est ouvert. Voilà, là avec les beaux jours et les journées qui vont rallonger, vous allez pouvoir venir sans aucun problème. On vous a parlé des jeudis gourmands avec des chefs qui viennent cuisiner. Ça, c'est une des très nombreuses animations que vous pouvez trouver ici à Valençay. Il y a bien sûr des visites commentées et ce festival Talleyrand qui existe normalement soit tous les ans, soit tous les 2 ans. Festival de musique sur instruments anciens. Il se passe énormément de choses ici à Valençay. Donc bien sûr, je vous encourage à venir. Je vous encourage surtout à aller voir le site internet château-valençay.fr. Il y a toutes les infos dessus. Et ici, il y a plein de gens qui sont adorables et prêts à vous accueillir. Si Héloïse, en une phrase, où allez être vous demain? C'est plus long la phrase. Ouais. Dans l'ordre, Jérémy, dans l'ordre. Où allez-vous être demain? Où allez-vous être, Héloïse, demain? Voilà. Et ben moi je dors à Valençay, je mène la vie de château et on sera de nouveau à Valençay demain justement, mais alors là on change de registre, on va faire vrombir quelques moteurs, on sera au musée de l'automobile. Merci pour l'aide en tout cas Héloïse, vous êtes toujours de bons secours. Voilà, on arrive à la fin de 9h50 le matin. Nous, demain, on parlera magie puisque ce sont les 20 ans du musée de la Maison de la Magie de Blois. Un beau moment en perspective. Merci Anne d'avoir été avec nous dans 9h50 le matin. Excellente journée et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À demain.